Bonsoir à tous, mardi 11 juin, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce journal. Mauvais résultat aux européennes, démission de Laurent Wauquiez, départ de Valérie Pécresse. Le parti des Républicains traverse une crise sans précédent. Quel avenir pour la formation alors que certains élus appellent au soutien à Emmanuel Macron? Nous en parlons avec Othman Nasrou, président du groupe LR au Conseil régional d'Île-de-France. Le cyclisme célébré dans les Yvelines le week-end dernier. Le département accueillait deux événements, Coupe du monde de BMX au Vélodrome National et Fête du vélo à Rambouillet, lieu de départ de la dernière étape du Tour de France 2019. Et puis le rendez-vous revient à Saint-Quentin en Yvelines. Le 12e trophée des entreprises se déroule jeudi. C'est un raid multisport entièrement dédié aux sociétés du territoire. Présentation avec Bernard Desban, vice-président de l'agglomération en charge des sports. Mais d'abord, ils sont trois maires de droite de communes yvelinoises à appeler au soutien à Emmanuel Macron. Le maire LR de Poissy-Carl-Olive et les édiles d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye et Conflans-Sainte-Honorine, Arnaud Péricard et Laurent Brosse. Ils font partie des 72 élus locaux à signer cette tribune parue dans le JDD pour officialiser leur soutien au gouvernement sans pour autant se rallier à la République en marche. Nous refusons de nous réduire à une étiquette, à une consigne de vote, justifient les signataires. Démarche, avant tout, ils le disent, pour la réussite impérative de la France qui implique la réussite du président de la République et de son gouvernement. Bonsoir Othman Nasrou. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Conseil régional d'Île-de-France, candidat également aux élections municipales à Trappes. On va en parler dans un instant. D'abord, c'est 72 élus de droite et du centre qui appellent à soutenir Emmanuel Macron et le gouvernement. Parmi eux, je le disais, le maire Les Républicains de Poissy-Carl-Olive. Après le départ de Valérie Pécresse, est-ce que c'est un nouveau coup dur pour la droite, pour les Républicains ? Le coup dur pour la droite, pour les Républicains plus précisément, c'est évidemment le score aux européennes. Et quand on a un score comme celui qu'on a eu il y a à peine 2 semaines aujourd'hui, il faut savoir se remettre en cause. Le pire, ce serait d'expliquer que rien n'a changé, qu'il faut juste continuer comme avant. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis 2 ans, ont alerté sur un certain nombre de difficultés sur la ligne, sur la stratégie, sur la présidence de Laurent Wauquiez, que moi, j'ai critiqué à certains égards. Donc, il faut savoir se remettre en cause. On ne peut pas continuer à faire de la politique comme avant. Et c'est vrai qu'à droite, on s'est beaucoup reposé sur nos lauriers et qu'il faut savoir réinventer quelque chose de complètement nouveau. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de discours, par exemple, sur la question environnementale, qui est un vrai sujet, que pourtant on met en œuvre. Pour un certain nombre d'élus, on a dans cette agglomération même des maires de droite, du centre qui font un travail remarquable sur cette question, et pourtant au national, on ne savait pas l'incarner. Donc c'est normal qu'il y ait une remise en cause profonde, chacun y prend sa part, et chacun, dans ce cadre-là, dit ce qu'il a à dire. Et ce que disait Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, sur les ondes de RTL, c'est que la droite aujourd'hui, finalement pour lui, elle est incarnée notamment par le Premier ministre Édouard Philippe, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Est-ce que c'est bien ça la situation, où vous croyez-vous à une troisième voie, celle dont parlait Valérie Pécresse, une troisième voie entre la République en marche d'un côté et le Front National de l'autre, le Rassemblement National? Si on laisse le face-à-face entre la République en marche et le Front National s'installer dans notre pays, c'est forcément quelque chose de très dangereux, parce que ça voudrait dire que la seule alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron, ce serait le Front National. Moi, je souhaite la réussite d'Emmanuel Macron, bien sûr, tout le monde la souhaite. La question, c'est comment on fait. Et à chaque fois qu'il y a une réforme qui va dans le bon sens, il faut le dire et il faut la soutenir. Et puis s'il y a des choses, des impasses, des angles morts, des choses sur lesquelles ce gouvernement est encore attendu, eh bien, il faut aussi avoir la liberté de pouvoir le dire en étant cohérent avec soi-même. Moi, c'est ce que je fais depuis 2 ans. On a un certain nombre à y prendre notre part. Valérie Pécresse aussi l'a dit. Elle compte le faire aujourd'hui en dehors de l'appareil des Républicains qui, effectivement, vous savez, des appareils sont mortels. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce sont les idées et les valeurs derrière. Et donc, je crois que cet avenir de la droite, il passe par cette troisième voie dont parle Valérie Pécresse. Il peut se faire au sein des Républicains ou, à votre avis, non? Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut aussi savoir inventer des choses nouvelles et qu'on ne peut pas simplement continuer comme si rien n'avait changé. La réalité, c'est qu'il faut qu'on se remette profondément en cause et que pour ça, construire des choses nouvelles est forcément utile. Mais pardon, on le faisait déjà dans nos territoires pour un certain nombre de villes avec des constructions politiques adaptées aux réalités locales et qui ne sont pas dans les clivages partisans qui sont parfois un petit peu stériles qu'on connaît au national. Alors juste avant de passer à Trappes, on vous sait proche de Valérie Pécresse. Est-ce que vous allez participer peut-être à son initiative de créer cette troisième voie, celle dont elle appelle, quitter les Républicains pour participer à cette initiative, comme l'a fait Alexandra Dublanche, avec qui vous formiez un binôme lors des élections à la Fédération des Yvelines des Républicains? Est-ce que vous allez quitter le parti? Moi, je réunis mes élus parce que vous l'avez rappelé, je préside un groupe qui est composé de 80 élus au Conseil régional d'Île-de-France. Ils ne sont pas tous les Républicains. Il y en a aussi un certain nombre qui, depuis longtemps, déjà ont rendu leur carte ou n'ont jamais été adhérents aux Républicains, qui sont des indépendants. Et c'est important que vous voyez que les choses ne soient pas aussi clivées qu'on peut en avoir l'impression quand on suit uniquement aujourd'hui les chaînes d'information. Donc, je vais d'abord avoir cette discussion avec eux. Puis, vous l'avez rappelé, j'ai un combat local auquel je compte me consacrer. Donc, je vous dirai à ce moment-là aussi ce que je fais à titre personnel. Mais je contribue effectivement et je soutiens la démarche de Valérie Pécresse qui est de construire
construire un espace politique différent, équilibré, intelligent, moderne, et qui puisse tenir compte à la fois des valeurs qui sont les nôtres, mais aussi de la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc pas de décision prise encore sur ce point-là. Alors on l'a compris, rassembler au-delà des étiquettes, c'est l'ambition que vous affichez aux élections municipales 2020. Vous êtes déclaré candidat officiellement donc à Trappes jeudi dernier. Cette ville où vous êtes conseiller municipal d'opposition, c'est votre deuxième candidature après 2014 où vous étiez arrivé second avec plus de 30% des voix. Vous allez vous présenter face aux électeurs sans étiquette. Mais moi, je vais faire exactement ce que j'ai fait la dernière fois, puisque, je vous l'avais rappelé, les trappistes m'ont accordé la seconde place lors des dernières élections municipales avec un score de plus de 30%. Et je m'étais engagé à l'époque à être présent au lendemain de cette élection, quoi qu'il arrive. Et ça fait donc 5 ans que je dirige l'opposition municipale avec d'autres élus qui sont de toute sensibilité, avec un groupe qui a grandi d'ailleurs, puisque nous avons des élus de la majorité municipale aussi qui sont venus vers nous, parce que ça fait 5 ans qu'on défend avec constance les mêmes idées, les mêmes valeurs. Il y a notamment Gérald Mogno, Samuel Abo, qui sont 2 anciens conseillers de la majorité, également ancien maire adjoint de la commune, qui est à gauche. On rappelle le maire d'hiver gauche de Trappes, c'est Guy Malandin. Ça veut dire quoi? C'est le projet qui compte davantage que les étiquettes aujourd'hui? Oui, et c'est pour ça que la dernière fois, nous avions déjà construit un rassemblement qui s'appelait Trappes Citoyens, qui existe encore aujourd'hui et qui est, encore une fois, la maison commune de tous ceux qui pensent qu'il faut donner un nouveau souffle à Trappes. C'était déjà notre diagnostic en 2014, je le pense d'autant plus aujourd'hui, et le fait qu'il y ait effectivement des élus qui nous rejoignent prouve que notre diagnostic était le bon et qu'aujourd'hui, le clivage à Trappes, il n'est pas entre la droite et la gauche. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un projet LR pour Trappes. Je sais par contre qu'il y a un vrai sujet sur les questions de mixité sociale, que sur la réussite scolaire, le maximum n'est pas fait. C'est la priorité peut-être à Trappes, c'est la réussite scolaire aujourd'hui? Incontestablement, le prochain mandat doit être axé sur cette question de l'éducation, de la réussite scolaire, du niveau dans nos écoles à Trappes qu'il faut qu'on puisse améliorer sensiblement, y compris parce que derrière il y a un sujet de mixité sociale, mais on le doit vraiment à tous les trappistes, et c'est pour ça que moi j'ai été chercher des responsabilités politiques à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont je suis aujourd'hui le vice-président en charge du développement économique, à la région Île-de-France également. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez acquis cette expérience qui peut vous servir pour Trappes? Eh bien écoutez, je me sens aujourd'hui une responsabilité par rapport à Trappes, qui encore une fois m'a fait confiance, et j'ai choisi de rester fidèle à Trappes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je peux y être utile et en tout cas construire un projet, une majorité municipale qui soit équilibrée, qui soit très loin des clivages nationaux qui n'ont pas de sens à Trappes, mais qui soit par contre sur un projet qui soit crédible, sans concession sur les valeurs et sur les idées, qui soit avec l'appui des partenaires, agglomération, département, région et l'État, que je sais vigilant aussi sur la situation de Trappes, et puis surtout un projet qui puisse tirer les gens vers le haut. Et vous l'avez dit, la question de l'école est évidemment la question clé aujourd'hui à Trappes. Alors face à vous, il y a bien sûr le maire sortant Guy Malandin qui est en liste pour un 4e mandat, qui a annoncé officiellement sa candidature. Quel regard vous portez sur son action à la tête de la ville? Moi, je n'ai jamais été dans l'opposition caricaturale, ce qui va dans le bon sens, de la même manière que national. Je le fais aussi au conseil municipal et je vote les délibérations qui me semblent aller dans le bon sens. Et donc je reconnais à Guy Malandin d'avoir œuvré notamment sur ses 2 premiers mandats, notamment sur le plan urbain. C'est une réalité et tant mieux, ça s'est fait avec d'ailleurs l'argent qui vient de l'État, par des gouvernements d'ailleurs de droite. En tout cas, c'était Jean-Louis Borloo qui avait porté cette rénovation urbaine. Probablement qu'elle était nécessaire. Mais une fois qu'on a fait les façades, une fois qu'on a fait l'esthétique, la réalité, c'est qu'on ne s'est pas assez occupé des gens. Et c'est pour ça que cette question de l'école, mais on peut aussi parler de la question de l'emploi et de la formation professionnelle, sont aujourd'hui les questions fondamentales. Et Guy Malandin est un urbaniste de formation. Moi, j'ai plutôt la fibre économique. Et c'est pour ça que, naturellement, je vais aller plutôt sur ces sujets-là. Mais je crois que ce dernier mandat était vraiment le mandat du temps perdu. Je crois que, encore une fois, en 2014, déjà, il y avait un essoufflement, une usure. Et qu'aujourd'hui, Guy Malandin ne peut rien apporter de nouveau pour l'avenir de la ville. Il faut donc qu'on écrive une nouvelle histoire, la suite de l'avenir de Trappes, d'une manière que je viens de vous décrire, avec une majorité large, qui soit fidèle, représentative de la ville, avec une équipe de compétences et un projet qui soit encore une fois crédible et financé. C'est ce que je vais m'atteler à démontrer durant les prochains mois. Une dernière question sur notre candidature, celle de Moustapha Larbaoui, qui est l'ex-président de l'Étoile sportive de Trappes. Il a confirmé qu'il prendrait part à ces élections. Reste à déterminer s'il sera tête de liste ou colistier. Est-ce qu'une candidature commune, des discussions peuvent avoir lieu avec Moustapha Larbaoui, ou ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Moustapha Larbaoui, qui est un acteur de terrain important sur Trappes, qui a beaucoup fait pour Trappes. Personne ne lui conteste cela, notamment par la vie associative qu'il a menée. Je crois que chacun reconnaît toutes ses qualités humaines. Nos démarches aujourd'hui ne sont pas tout à fait similaires. En ce qui me concerne, je suis dans une démarche de construction politique, effectivement, avec ma casquette d'élu. Je crois que Moustapha Larbaoui est aujourd'hui à la rencontre des trappistes sur quelque chose qui n'est pas d'ordre politique, mais qui vient d'abord de l'associatif. Et donc, naturellement, moi, je souhaite qu'on puisse discuter, qu'on puisse
naturellement se voir. Ça vaut pour lui comme pour tous ceux qui veulent continuer à faire avancer Trappes. Et c'est pour ça que j'ai fait cet appel en novembre dernier. Certains y ont déjà répondu. Et naturellement, on continuera à discuter. Derrière, encore une fois, un seul intérêt qui est celui des trappistes et de l'avenir de la ville. Et vous savez qu'on me l'a parfois reproché. Moi, je dis les choses à ma manière. C'est aussi ça le respect, de dire les choses même quand elles ne sont pas agréables à entendre. Mais encore une fois, qu'on puisse préparer l'avenir de la ville de manière intelligente, de manière sereine et de manière crédible. Merci Othman Nassou, conseiller municipal d'opposition à Trappes, et vous êtes candidat pour ce scrutin des élections municipales en 2020 sous la liste Trappes Citoyens. Dans l'actualité également, ces chiffres inquiétants publiés par Santé publique France. L'été dernier, entre juin et fin septembre, 58 noyades accidentelles ont fait 18 morts en Île-de-France, l'équivalent d'un incident tous les 2 jours. Un bilan en grande augmentation depuis la dernière étude qui date de 2015. Cause principale de ces drames qui touchent davantage les enfants de moins de 6 ans dans des piscines familiales, le manque de surveillance des parents et aussi la mauvaise pratique de la nage. Le sport, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait ce week-end 2 manches de Coupe du Monde de BMX. 260 concurrents issus de 25 nationalités se sont affrontés. L'événement affiché complet, Mélanie Poquet et Aurélie Ronce. Des tribunes pleines à craquer. Près de 12 000 personnes sont venues encourager les meilleurs pilotes de BMX au stade Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est assez agréable d'entendre toute cette effervescence. Ouais. C'est très beau. Ce qui plaît, c'est de voir tous ces pilotes qui sont vraiment très forts et qui roulent vraiment à un niveau très supérieur. Près de 260 concurrents, dont 100 Français, se sont affrontés pour les 5e et 6e manches de la Coupe du Monde de la discipline. Chez nous, c'est la piste qu'on connaît le mieux. Donc toute la saison on se prépare dessus et c'est vraiment l'événement le plus important pour nous de cette saison. On a de plus en plus de pratiquants de BMX dans notre pays. Et puis ensuite, sous l'angle de l'accompagnement vers le haut niveau, le pôle olympique ici à Saint-Quentin y contribue beaucoup, mais on a cette capacité à s'installer de manière assez permanente sur les podiums au niveau international. Pari réussi pour les Français. Manon Valentino a terminé dimanche sur la plus haute marche du podium. Le public français était là à crier encore et je me suis dit il faut que j'aille, il faut que j'essaie. J'ai poussé dans les bosses. C'est passé, c'est juste incroyable d'avoir gagné ici. Chez les hommes, le Français Joris Daudet termine 3e samedi et 2e dimanche. Les prochaines manches de la Coupe du Monde se dérouleront les 14 et 15 septembre aux États-Unis. Et à l'occasion de ces manches de Coupe du Monde de BMX, la Fédération française de cyclisme a récompensé l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et le département. Les 2 collectivités ont reçu le label Terre d'excellence cycliste, valorisant les territoires pourvus d'une offre locale et d'équipements tournés vers le cyclisme et qui accueillent aussi régulièrement des compétitions d'importance. Le label a pour objectif notamment de valoriser l'attractivité, la visibilité de ces territoires. Les Yvelines possèdent environ 850 km de voies pour la pratique du vélo. Écoutez cette réaction au micro de Mélanie Poquet. C'est effectivement une belle reconnaissance de notre appui auprès de la Fédération française de cyclisme pour développer ce sport. Et nous le développons au niveau du sport, alors pour des professionnels et des amateurs, mais aussi en termes de mobilité, puisqu'il y a un gros effort de fait sur le développement en faveur de la création de pistes cyclables pour permettre à tous les Yvelinois de pouvoir utiliser facilement ces pistes cyclables ou pour aller travailler ou pour le week-end ou faire du sport. Une réaction côté département et pour réagir côté agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Bernard Desbancs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 9e vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge des sports. Recevoir un tel label de la Fédération française de cyclisme, qu'est-ce que ça représente pour l'agglomération ? Déjà pour le président de Saint-Quentin en Yvelines et l'ensemble des élus, c'est un honneur de recevoir ce label et ça prouve le travail qui est fait au quotidien depuis déjà de nombreuses années, notamment à travers de nombreuses pistes cyclables qui ont été élaborées historiquement sur les 7 premières communes. Et puis aujourd'hui, on essaye d'avoir le même niveau de performance en piste cyclable à l'échelle des 12 communes. C'est 400 km aujourd'hui de voies dédiées au vélo sur Saint-Quentin. Tout à fait. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des ruptures entre les différentes voies et qu'on va petit à petit combler. Mais c'est aussi la volonté avec la Fédération française de cyclisme et le département d'aller bien au-delà. On travaille sur un plan vélo que j'espère avoir le plaisir de vous présenter un jour sur cette antenne, avec le but de faire du vélo un acteur essentiel des Yvelines,
en commençant par les tout petits, avec le savoir rouler, et en mettant un certain nombre de dispositifs qui vont jusqu'au sport loisir et au sport de compétition. Vous avez tout à l'heure montré effectivement la compétition qu'on avait ce week-end. On a fait comble au niveau des spectateurs. C'est un spectacle merveilleux. Et il y a les JO aussi qui arrivent. Il y a les JO qui arrivent, avec bien évidemment le Vélodrome, l'île de loisirs et la colline d'Elancourt, qui auront donc le plaisir d'accueillir des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, il y aura du vélo, mais pas que. Au programme du 12e Trophée des entreprises, c'est ce jeudi avec un départ et une arrivée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 220 équipes vont y participer, soit 600 participants. Pourquoi il est important pour l'agglomération de le reproposer chaque année, ce Trophée des entreprises? Alors, c'est un lien qu'on a souhaité entre le sport et les entreprises. N'oublions pas que au niveau des entreprises, Saint-Quentin en Yvelines est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, qu'on a tout un axe de développement, notamment avec Paris-Saclay, Ski Cube, et au-delà en fait de l'attractivité au niveau des entreprises, on a un deuxième pilier d'attractivité qui est le sport, avec un grand nombre d'acteurs, à commencer par le monde associatif, mais aussi un grand nombre de manifestations régionales, nationales, internationales, comme nous avons pu le voir, que nous accueillons. Et donc c'est un territoire économique, un territoire sportif, qu'il y a des passerelles aussi peut-être entre les deux. Il y a des passerelles et que le sport et l'entreprise permettent aussi de pouvoir créer des liens au niveau d'une entreprise. On le voit pour tous ceux qui ont participé, et notamment pour ceux qui veulent y participer cette année. Il y a la volonté de faire du team building, de se retrouver ensemble, de partager des émotions, de partager le savoir d'aller plus loin au-delà de ses limites. Ça crée des cohésions, forcément. Ça crée obligatoirement des cohésions et de gagner ensemble. Et gagner ensemble, c'est aussi bien valable pour le sport que l'entreprise. Vous avez tout de suite vu le lien qu'il peut avoir. Faire se rencontrer aussi des entreprises dans un autre cadre que celui du bureau. Exactement. Et on a la chance de le faire dans un cadre qui est magnifique. Déjà avec le Vélodrome, d'où partira en fait donc cette épreuve. Et surtout, l'île de loisirs, qui est dans un cadre environnemental d'excellence. Et ça, c'est une chance au milieu des entreprises d'avoir des cadres comme ça. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui y participent. D'autres découvrent le cadre et sont invités comme ça à y participer autrement, avec y compris leurs enfants. Et donc, c'est quelque chose de formidable. Vous disiez donc 600, en fait, c'est 660. 660. Ça se remplit vite chaque année. Ça se remplit vite. On a un taux de croissance de 10% par an. Ce qui prouve que les gens en parlent. Et j'ai encore eu d'ailleurs des petites entreprises qui m'ont dit on s'y est pris un petit peu tard, on aurait souhaité participer à cette année, mais on est certain d'y revenir l'année prochaine. Donc oui, ça prend de l'ampleur et on est ravis. Il y a de plus en plus aussi de bénévoles. Il faut compter aussi sur les bénévoles qui nous aident pour le réaliser, mais aussi des entreprises qui sont des entreprises partenaires sur le plan financier et sur le plan encadrement, avec un côté environnemental cette année qui est beaucoup plus mis en avant, notamment avec la Cévesque qui nous a rejoint donc de ce côté-là, et on a fait signer une charte à l'ensemble des entreprises et des participants de façon à respecter donc le cadre, à faire des efforts, notamment du covoiturage. Nous avons mis à disposition avec la SAVAC donc des bus électriques pour aller du Vélodrome jusque donc à l'île de loisirs pour tous les spectateurs, pour ceux qui ne participent pas. Les autres, ça va plutôt faire l'entraînement en y allant. Mais vous voyez qu'il y a tout un aspect aussi environnemental qui est mis en avant. Et c'est important parce que sur Saint-Quentin en Yvelines, n'oublions pas qu'on a la chance d'avoir un territoire très vert, avec beaucoup d'espaces protégés. Et il faut absolument que quand on fait du sport de ce type-là, on puisse avoir le côté environnemental et respect de la nature. En 10 secondes, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui est au programme côté cette épreuve, donc, on va commencer par une course à pied de 1,6 km. Derrière, donc, une course d'orientation de 2,5 km avec 10 balises donc qui seront à pointer, avec bien évidemment des aspects différents pour chaque épreuve. Une épreuve de golf, donc pour le meilleur des trois, puisque chaque équipe compte 3 concurrents. Un relais VTT de 2,5 km par équipe, du bike and run, donc, et puis donc pour terminer une épreuve de radeau et une course de 1,5 km. Donc cette épreuve avec 3 types de participants, des équipes hommes, des équipes femmes et des équipes mixtes. Et je peux vous dire aussi que nous aurons la chance d'avoir
sur un concours aussi photo au-delà des 3 premiers, donc par chaque épreuve. Donc des animations autour. Des animations, et chacun des participants qui aura en fait des admirateurs qui prennent des photos, plus les photos seront belles, plus elles seront un peu typiques et elles seront prises en compte. Et on trouve toutes les informations sur le site du Trophée des entreprises qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Bernard Desban. Sans oublier un drone qui va survoler l'épreuve avec des photos à couper le souffle qui donneront envie pour la prochaine épreuve, donc de 2020. Et je l'espère encore, 10% de plus. On l'espère. Je rappelle que vous êtes le vice-président de 50 ans en Yvelines en charge des sports et on vous fera vivre ce trophée des entreprises sur notre antenne. Le départ de la dernière étape du Tour de France, c'est dans un peu plus d'un mois. Le 28 juillet, le peloton s'élancera du parc du château de Rambouillet pour rallier les Champs-Élysées à Paris. Et pour célébrer l'événement, le département des Yvelines a organisé ce week-end la fête du vélo. C'était à Rambouillet. Le reportage de Mélanie Poquier. Et c'est parti. La course est lancée, les concurrents partent à la chasse au maillot jaune. Un tour à Biclou était l'une des animations de la fête du vélo à Rambouillet. Il faut les former dès le plus jeune âge pour avoir des futurs champions, mais aussi, je pense que le vélo a une belle perspective d'avenir. On est venu juste par hasard faire un petit tour dans le château et on s'est retrouvés à voir toutes ces animations, donc on a passé un petit peu de temps avec nos enfants. C'est sympa, les animations et tout, c'est sympa. Et puis on a un petit loulou là qui est en train de s'amuser sur le manège. Activité virtuelle, draisienne pour les plus petits, démonstration de VTT trial. Le public a aussi pu tester une quinzaine de vélos particuliers, certains sortis tout droit de l'imagination de passionnés. Les vélos rigolos, ce sont des vélos qui sont modifiés techniquement, c'est-à-dire qu'on modifie les caractéristiques, on joue au niveau des roues, des directions, des chaînes et tout ça, de manière à proposer des vélos différents de ce qu'on a l'habitude de rencontrer et sous une approche ludique et amusante. Un week-end à 2 roues organisé par le département. Le département est une terre de vélo et se veut être une terre de vélo. L'idée c'est d'avoir une culture vélo sur le département et que les Yvelinois aiment cette mobilité, ce mode de déplacement doux. C'est aussi ça, le vélo, c'est à la fois du sport, un loisir, mais aussi un mode de déplacement. Rambouillet et les Yvelines multiplient les animations autour du vélo depuis le mois d'avril. Prochain grand rendez-vous avec les professionnels, le peloton s'élancera du château le 28 juillet prochain. Cet événement est également porté par le département des Yvelines. La finale du concours robotique se tenait à Mantes-la-Jolie en fin de semaine dernière. 10 collèges du territoire se sont affrontés pour la 4e édition. Retour avec Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ons. Là, il avance, là, il prend le conteneur, il recule, il tourne. Depuis plusieurs mois, 300 collégiens yvelinois travaillent en vue de la finale de ce concours de robotique. Ils ont dû apprendre et réaliser un robot batelier, le thème retenu pour cette 4e édition. On a travaillé d'abord sur un plan, mais plan papier, donc le robot il avance à une certaine vitesse. Sur le plateau qui est un peu plus granulé, il avance une autre vitesse. Donc il a fallu faire ces réajustements-là avant d'avoir la finalité, le programme entier. Les élèves ont dû créer un robot capable de récupérer des conteneurs pour les emmener dans une zone de déchargement. Porté par le département des Yvelines, ce projet est un fil rouge tout au long de l'année scolaire et a plusieurs visées pédagogiques. L'objectif de ce concours et de ce projet, c'est de travailler de manière différente des compétences du programme scolaire. Donc ils vont travailler l'expression orale, la programmation, les mathématiques, les langues étrangères, éventuellement les arts plastiques. Tout ça de manière transverse en travaillant pour certains, pour la plupart, pour la première fois en mode projet. Durant toute la journée, le jury composé de 7 personnes a évalué les compétences et les réalisations des 10 collèges en lice. On a une grille d'analyse qui nous permet d'analyser d'une part la présentation qui est faite au départ, puis après le circuit que réalise le robot, il y a une note un peu générale à la fin, et puis aussi le coup de cœur du jury. Il y a des fois, il y a quelque chose qui nous passionne plus que le reste. Cette année, c'est le collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine qui a remporté le Grand Prix. Une 5e édition est d'ores et déjà programmée pour l'année prochaine avec comme thème le robot écolo. Du jazz, toujours plus de jazz, le style à la cote dans le département. Notre festival lui est dédié. Pour en parler, Mélanie Poquier, bonsoir. Bonsoir. Pour votre chronique coup de cœur culture, où nous emmenez-vous ce soir ?
On part à Maison Lafitte du 14 au 23 juin. C'est le 14e festival dédié à ce style. Cette année, 11 concerts sont programmés avec en ouverture un concert événement. Au Château de la Ville vont se produire pour l'occasion 3 artistes reconnus sur la scène internationale. Le guitariste Sylvain Luc, le batteur Nicolas Vicaro et le bassiste Richard Bonnat. Écoutons un extrait d'un live de ce dernier. Et c'est un festival, Mélanie, qui rend aussi chaque année des hommages Didier Lockwood l'an passé. Cette année, le public pourra redécouvrir les notes de Michel Petrucciani. Et oui, le pianiste et compositeur français est décédé il y a tout juste 20 ans. Un musicien à part dans l'histoire du jazz, était précoce, prolifique. Alors l'hommage sera rendu le jeudi 20 juin à la salle Malesherbes. Au piano, Laurent Coulondre, très marqué par le jazzman. Alors la 14e édition du Maison Lafitte Jazz Festival débute le 14 juin prochain. D'autres artistes vont bien sûr rythmer les différentes dates de concerts, et pour les écouter et les découvrir, direction le site du festival. Merci Mélanie. D'autres actualités culturelles dans votre émission, c'est après le journal, le 7-8 Culture. La fin de cette édition, belle soirée sur TV 78.